My pleasure to introduce our three presenters, each of whom brings their own unique perspective on the subject. Chantelle Palmer is a registered nurse and patient educator who has been with the St. Paul's Hospital Dialysis Program in Saskatoon, Saskatchewan for the last 10 years. Krista Nahn grew up on a farm in southwest Saskatchewan and today is a registered dietitian and certified diabetes educator with the Kidney Health Community Program at St. Paul's Hospital in Saskatoon. Krista's focus is on helping people live well with kidney disease every day. Dr. Dan Martinson is the Provincial Director for Pharmacy for BC Renal and a Fellow of the Canadian Society of Hospital Pharmacists. He chaired the Pharmacy and Formulary Committee with BC Renal since 2001 and has been involved in numerous projects and publications over the years. In 2013, he was the recipient of the Wilma Crockett Award for outstanding contributions in the care of people with chronic kidney disease. Dan's main research interest is improving patient outcomes for the same or a lower cost. I'll now give Chantelle Palmer the floor. Welcome, Chantelle. Thank you for that introduction, and thank you all for logging on today and joining us. My name is Chantelle, and my presentation is called Newly Diagnosed with Chronic Kidney Disease, Now What? Living with CKD. I'm just having trouble advancing my slide here. Sorry about that. Being diagnosed with kidney disease can bring on many different emotions. You may be feeling worried, sad, frustrated, and curious. I'm going to talk to you today about the stages of kidney disease and some of the common lab values important to people with kidney disease. Just a little note on why our kidneys are so important. Our kidneys act as filter that clean our blood, and our kidneys are made up of millions of tiny little filters called nephrons. Most of us are born with two kidneys, and they're located on either side of our spine. They are approximately the size of our clenched fist. The smaller the person, the smaller the kidneys. Your kidneys filter your blood to remove waste products, extra fluids from your body, from the foods that you eat, all the fluids that you drink, and the medications that you take. Our kidneys also make and release hormones that help control our blood pressure, make red blood cells, and help to keep our bones healthy. In North America, the most common cause of kidney disease can be related to diabetes and high blood pressure. Other causes can be kidney injury, heart disease, autoimmune disease, and some genetic or hereditary conditions. In some cases, the cause can be unknown. As we get older, our kidney function can also decline, and some ethnic groups are at increased risk of kidney disease. When diagnosed with kidney disease, your doctor will calculate your estimated glomerular filtration rate, or eGFR, which is the approximate percentage of kidney function that you have. This is calculated using your creatinine result, your age, and your gender. Your eGFR tells us how well your kidneys are working. The lower the eGFR, the less your kidneys are working. For example, an eGFR of 48 means you have approximately 48% of your remaining kidney function. There are 5 stages of kidney disease, with stage 1 being the mildest, progressing to stage 5, which is kidney failure or end-stage renal disease. You can be diagnosed with kidney disease at any of the stages. It is often diagnosed with a urine or a blood test. If you are diagnosed with kidney disease, the goal will be to identify the cause of your kidney disease, treat that cause, and attempt to stall or delay your kidney function from worsening. Stage 1, normal kidney function. Your eGFR is greater than 90%. In stage 1, there usually are no symptoms yet. Many people aren't even aware at this point that they even have or are developing kidney disease. If you have conditions such as diabetes or high blood pressure, or a family history of kidney disease, your family doctor might be screening you for kidney disease.
Stage 2 or mild kidney disease. Your eGFR may be between 60 and 89% at this time. Often people will not have symptoms at this point either. The goal will be to stall or slow down worsening kidney function. Your doctor will monitor your lab tests, your blood pressure, diabetes if you have it, and your general health. You may be referred to a nephrologist at this stage. A nephrologist is a doctor that specializes in kidney health. Stage 3 or moderate kidney disease. In stage 3, your eGFR would now be between 30 and 59%. You may now be starting to show symptoms of kidney disease. These early symptoms can include increased tiredness or fatigue, poor appetite, and itching. Stage 3 is often now when your family doctor will refer you to a nephrologist or a CKD or chronic kidney disease program, where you will meet a team of health professionals, which may include the nephrologist, a nurse, a pharmacist, a dietitian, a social worker, a diabetes educator, and an exercise therapist. Your nephrologist and CKD team will continue to work with you to monitor your blood work and help to attempt to slow your function from declining further. Stage 4, this is more severe now. Your eGFR is usually between 15 to 29%. You now may be noticing your symptoms are worsening or that you are experiencing new symptoms. These symptoms can include increasing fatigue and tiredness, loss of appetite, nausea, unintentional weight loss, itchiness, shortness of breath, and swelling. You may or may not experience some or all of these symptoms. Sometimes loved ones actually notice these symptoms first, as they can come on very gradually. They may notice that you are sleeping more during the day, or that you are no longer cleaning your dinner plate. Food you used to love may no longer taste good to you. Your kidney doctor may ask you to have more frequent blood work done at this point. And your CKD team may now start to introduce treatment options with you. As your kidney function declines, you will need to know about what options you have for treatment. These options can include peritoneal dialysis, hemodialysis, transplant, or conservative management. Stage 5 kidney disease. This is now when your eGFR is less than 15%. This can also be called kidney failure or end-stage renal disease. Your symptoms will most likely start to become more severe at this stage. Treatment options will need to be discussed if they haven't been already. If you have chosen to start dialysis, you will need to get a dialysis access in place. If you've chosen to do peritoneal dialysis, you will need a PD catheter inserted. If you have chosen to do hemodialysis, you will need a fistula, a graft, or a hemocath. Your doctor may choose to now initiate dialysis. Transplant is also an option for some people. Your nephrologist will refer you to a transplant program if you are in fact a candidate. A transplant assessment can take several months or even up to a year to complete. There's also conservative management or supportive care. You may choose not to pursue dialysis or transplant, and your CKD team can provide you with supports to help make you comfortable and live your best quality of life. It is really important to discuss your goals of care with your loved ones. Progression through the stages. People often wonder how fast will their kidney function decline. Remember that you can be diagnosed at any of the stages, 1 through 5. Sometimes people aren't even aware of their kidney disease until they're diagnosed in the later stages, say for stage 5. Progression from stage 1 to 5 can and will be different for everybody. For some people, it takes years, and others, it only takes months. This can depend on the cause of your kidney disease, your other medical issues or comorbidities, and your adherence to the recommended treatments. Your function may decline suddenly at times and then plateau for a bit before it declines again. It's really hard to predict how fast you will progress through the stages. Your CKD team can help guide you.
I'm now going to switch gears and speak to you about some of the common lab values you may be learning about in your new diagnosis. Lab values can be confusing and overwhelming at times. Some of the targets we use in kidney disease are the same for the regular population, while others we change slightly. The middle column on my slide is the value for the general population, and the CKD goal is on the right. Creatinine. Creatinine is a waste product in your blood that comes from muscle activity and breakdown. Normal creatinine is 45 to 110 micromoles. Your creatinine level goes up as your kidney function goes down. Your creatinine level will be compared to your creatinine level and monitored with each blood work test. Your eGFR, as we mentioned before, tells us how much kidney function you have and how well your kidneys are working. The lower the eGFR, the less your kidneys are working. Your eGFR will be compared to your previous eGFR. The ACR, or urine albumin to creatinine ratio, is a urine test. Normal is less than 3 milligrams per millimole. This is the amount of protein in the urine. When protein leaks into the urine, this can mean you have kidney disease. The more protein in the urine, the more kidney damage you have. Hemoglobin is the next one. Hemoglobin is a part of the red blood cells that carries oxygen from your lungs to the rest of your body. Normal hemoglobin levels are greater than 115 grams per liter, and in people with kidney disease, the target is around 100 to 110 grams per liter. Your hemoglobin level can often go down as your kidney function worsens due to changes in some hormone production. If your hemoglobin level drops, you develop anemia, which then makes you feel tired and have little energy. Anemia is a common problem for people with chronic kidney disease. You may be prescribed medications to help boost your hemoglobin. Calcium is a mineral that is important for strong bones. Your kidneys are supposed to help regulate your blood calcium levels. Normal calcium is around 2.1 to 2.5 millimoles per liter. The goal is the same for people with chronic kidney disease. Your calcium level may go down as your kidney function goes down. You may be prescribed medication to keep levels normal. The last one on the slide is the phosphorus. Phosphorus is a mineral that is found in foods such as dairy products and in many food additives. In people with kidney disease, the target is to have a phosphorus of less than 1.5 millimoles per liter. Your phosphate level may go up as your kidney function goes down. You may be asked to make some diet changes or to take some medication to help keep your levels acceptable. A high phosphorus level can lead to weak bones. PTH, or parathyroid hormone, is a hormone that helps balance our calcium and phosphate in our blood. Normal is less than 8 picomills per liter, and our CKD goal is less than 40. The PTH often goes up as the kidney function goes down. You may need to make diet changes or take medications to help keep your levels acceptable. Good PTH control helps to keep your bones healthy. Next on the list is potassium. Potassium is a mineral found in most foods, and it's the kidney's job to regulate the potassium levels in our blood. Potassium helps keep our heart and muscles working properly. Normal potassium is 3.5 to 5.1. A potassium level that is too high or too low may weaken your muscles and change your heartbeat. Whether you need to change the amount of high potassium foods in your diet depends on your stage of kidney disease. Your CKD dietitian can help you plan your diet to get the right amount of potassium. Sometimes medications are needed as well. Bicarbonate is a form of carbon dioxide that we all need in our blood. It helps keep our blood from becoming too acidic. Healthy kidneys help keep your bicarbonate levels in balance. The CKD goal is 20 to 25 millimoles per liter. You may be prescribed medications to help balance your bicarbonate. Another lab value that is commonly monitored is the iron saturation. In people with chronic kidney disease, we want your saturation to be above 20%.
You need enough iron in your body to help build red blood cells, which will help increase your hemoglobin, which will then help with your anemia. You may be prescribed medication to keep your iron stores in range. The last two lab values I will discuss are going to deal with blood sugar and diabetes. Glucose is the sugar that's in your blood. Your blood glucose will be monitored and you may be asked to check your blood sugars at home. Normal values are 3.6 to 10 millimoles per liter. If you have diabetes, you may be referred to a diabetic educator and be prescribed medications to help manage your blood sugars. A hemoglobin A1C shows an average of what your blood sugars have been over the past 3 months. The goal for an A1C is around 7%. Good blood sugar controls help to protect your kidneys. You may work with the diabetes educator to help manage your A1C. Figuring out all this new information can be overwhelming. You can discuss your lab values, new dietary requirements, and medication changes with your CKD team. This can include your nephrologist or kidney doctor, your nurse, your dietitian, your pharmacist, or your diabetes educator. There also are some good internet sites out there, but make sure they are legitimate, that these can help you make sense of some of these things. Well, that brings my portion of the presentation to a close. Thank you all for listening to me. And before I pass it off to the next presenter, Krista, we have a quick poll question for you to answer. So, as mentioned, my name is Krista, and I'm a... Alors, comme on vous l'a dit, je suis Krista, je suis diététiste. Je vais vous parler cet après-midi de ce qui peut vous aider. Alors, si vous fumez, essayez d'arrêter. Parce que l'arrêt du tabagisme est très efficace pour ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique. Et si vous avez besoin d'aide pour arrêter, il y a différentes méthodes ou différents groupes qui organisent selon l'endroit où vous habitez. Alors, votre médecin, votre pharmacien peuvent également vous aider avec ça. Alors, comme on l'a dit, pour ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique, il faut bien manger. Si vous mangez trop de sel ou de sodium, vous aurez une augmentation de la tension artérielle, et tout cela peut endommager vos reins et accélérer la progression de la maladie. Donc, on parle de 200 mg ou moins de sodium. Alors, je vais vous poser la question sur cette section. Et on voit à l'écran le sondage. Alors, la question est: quels aliments contribuent le plus à notre apport quotidien en sodium? Alors, il y a le fromage. En fait, vous voyez les catégories à l'écran. I might just give it another 15 seconds and then I'll Je vais vous donner encore un autre 15 secondes et puis après ça, on va y aller. So, I'll share the results. Je vais partager les résultats. Donc, l'information est basée sur le sodium peut contribuer aux publications de 2017. Et donc, si vous avez des trucs de pâtisserie ou de mélange, c'est juste. Donc, il y a à peu près 20% de notre
teneur au complet, puis c'est suivi par les autres dans des plus petites quantités. Bakery products can contribute a large amount of La sodium. boulangerie, ça contribue au sodium de notre diète sans le réaliser et ça ne goûte pas salé, mais on tend à en manger plus et donc le sodium s'accumule. Par exemple, dans le pain, il peut y avoir à peu près 200 mg de sodium. Dans un muffin que vous allez prenez dans un restaurant, à peut-être de 200 à 300 mg de sodium. Donc, on peut voir jusqu'à quel point ça peut s'ajouter. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des contributions totales au niveau du sodium dans notre diète. Les aliments traités, c'est par exemple comme la pizza. On a l'impression qu'on n'ajoute pas de sel à sa diète sans réaliser qu'il y a des sodium qui est ajouté aux aliments préparés. Et également, c'est que on peut penser que ce sont des choix plus santé, mais bon, lorsqu'on regarde la teneur en sodium, est vraiment très semblable entre les sels réguliers et les sels de spécialité. Donc, ça veut dire que ça peut avoir un impact sur notre pression artérielle et ce n'est pas santé. Et pour réduire donc la teneur en sodium, c'est de manger des aliments frais. Ceux qui sont en boîte, seulement les rincer dans l'eau auparavant de les manger. Et donc, avec les épices, si vous utilisez un ingrédient haut en teneur de sodium, c'est-à-dire par exemple la sauce aux tomates, essayez d'utiliser moins de sodium pour le reste de la recette et d'utiliser de l'ail, des oignons, du poivre ailleurs dans les recettes. Également, c'est d'utiliser la sauce soya à faible teneur en sodium. Et lorsque vous avez des trucs à sodium, essayez de trouver des choses qui ont une teneur inférieure à 5 en sodium. Donc, vous regardez ce qui est affiché dans la valeur nutritive. Une autre option, c'est de trouver des groupes qui n'ont pas de sel ajouté. Donc, il contient seulement du sodium naturel. Également, donc, pour la restriction de sodium, on veut essayer de limiter les additifs de phosphate. Donc, c'est ajouté pour que ça dure plus longtemps et améliorer leur goût. Et dans ces additifs, ça a été associé à des problèmes aux reins. Et donc, votre corps a de la difficulté à éliminer les phosphates additionnels. Donc, ça va dans votre sang et donc, ça a un effet négatif dans votre corps. Donc, les additifs de phosphate sont trouvés dans les fromages préparés en tranches, les viandes préparées comme le saucisson de Bologne, le jambon, la saucisse, le bacon, le salami, les saucisses, également les puddings mélangés au lait avec les pancakes, les mélanges de muffins et les breuvages soda et chocolat chaud. Donc, des exemples, donc, ce sont des monophosphates et phosphates de sodium. Et c'est facilement absorbé, donc ça a un plus grand impact sur nos reins, comme les additifs de phosphate. Et il y a des clients qui peuvent avoir à les éliminer également. De façon typique, les additifs de phosphate sont également très hauts en sodium, donc les éliminer. De cette façon-là, on élimine et les sodiums et les additifs et donc l'absorption de l'aliment frais donc est une meilleure façon de rester en santé. I'll briefly mention in regards to diet is to drink water. En ce qui a trait à la diète, on recommande de beaucoup boire d'eau. Donc, de l'eau, c'est le meilleur choix au lieu des autres breuvages. Et si vous avez de la difficulté à boire de l'eau, essayez de mettre des fruits dedans. Également, en ce qui a trait à ce que l'on mange, réduire des excès de protéines, ça peut être bon. Donc,
On devrait avoir donc une portion qui est comme un paquet de cartes. Donc, on veut avoir donc pour des protéines, on peut avoir des pois chiches sans d'autres choix. Et quelqu'un qui a des maladies peut avoir différents critères d'élimination dépendant de leur recherche en laboratoire, leur fonction. Donc, de faire un Google pour des informations sur les diètes, c'est peut-être pas très aidant. Donc, allez voir un diététicien en soins rénal pour qu'elle vous aide. Troisième truc, c'est l'exercice. Donc, de rester en forme. Et lorsque le sang est pompé par le corps, quand on fait de l'exercice, ça va très bien. Donc, on recommande entre 30 à 60 minutes d'exercice comme la marche ou le vélo, à peu près 5 jours par semaine. On commence par un petit peu et puis on choisit l'exercice sur lequel on préfère. Et il y a plein d'avantages. Ça contrôle la tension artérielle et le cholestérol et les sucres. Donc, de gérer vos sucres et votre tension artérielle, c'est une des meilleures façons de préserver votre fonction rénale. L'exercice, ça peut aider votre corps qui peut mener à un meilleur contrôle des sucres, du contrôle des sucres. La tension artérielle peut aider à être aidée par l'exercice, également la réduction du cholestérol. Non seulement est-ce que l'exercice aide à garder la fonction rénale, comme j'ai mentionné, mais également ça peut aider avec le stress, votre humeur, à mieux dormir et une meilleure mobilité. Donc, parlez à votre médecin si vous avez quelques questions avant de commencer quelques programmes d'exercice. Et finalement, si vous êtes suivi par une équipe multidisciplinaire à travers le pays, quelque part dans une clinique, votre équipe peut vous suivre dans ce programme. Des tests sanguins réguliers, des médicaments, des diètes, un contrôle de diabète vous aide à contrôler la progression de la maladie. Dans une pandémie, ça peut être difficile de faire compléter vos recherches en laboratoire. Donc, et vous pouvez le faire par téléconférence ou autre. Ça sera disponible avec votre équipe multidisciplinaire. C'est important de toujours faire de notre mieux. Si vous vous sentez déprimé ou stressé, cherchez de l'aide qui vous aidera à gérer parce que ça s'ajoute à votre condition au stress de la pandémie. Donc, il faut réduire l'utilisation du tabagisme, essayer de manger des aliments frais, de bouger beaucoup votre corps et d'avoir des suivis réguliers avec de soins de santé par votre équipe pour gérer nos taux de sucre, de sang et tension artérielle. Et les médicaments jouent également un rôle important. Donc, ça nous amène au prochain conférencier. Je vais passer la parole à Dan, le pharmacien, qui va parler des médicaments. Hi, everyone, and thanks. Bonjour tout le monde. Merci à Chantal et Krista. Est-ce que je peux avoir la confirmation que vous pouvez voir mon écran? We can see it, Dan. We can see Thank you. Thank you. Oui, il est visible. So, absolutely, Bon. Tout à fait. Donc, c'est un effort d'équipe pour essayer de vous faire lutter contre l'insuffisance rénale et pour vous aider à gérer vos médicaments. Mais vous allez voir certains des messages que c'est souvent les mêmes. Donc, si je peux avoir la première question, donc. So medications can slow kidney disease. Les médicaments peuvent ralentir votre insuffisance rénale. Donc, si vous les prenez, c'est leur sujet, tel que si je prends tel prescrit, et si je combine les médicaments avec des changements dans mes habitudes de vie,
et je parle de mes préoccupations avec mon médecin pharmacien. Donc, si vous pouvez voter là-dessus, s'il vous plaît. Dan, we're not able to submit, or at least On n'est pas capable de soumettre, en tout cas, moi, pas. Bon. Il semble qu'il y a des gens qui sont capables. Ça a l'air d'aller dans la direction que je pensais. Donc, je vais arrêter le sondage. Donc, je suis désolée si vous n'êtes pas capable de soumettre. Donc, pour ceux d'entre vous qui avaient répondu à toutes les questions, c'est exact. Donc, certainement que si vous voudriez parler des préoccupations des effets secondaires avec votre pharmacien ou votre médecin, c'est un choix valable également, tel que les autres. Mais ils seront tous efficaces, donc. Bon. À titre de divulgation, c'est pour votre information, votre état plus particulier. Il faut en parler avec votre équipe ou votre médecin. Mais s'il y a des preuves qui soutiennent ce que je présente aujourd'hui, donc je vais vous laisser savoir que les reins, c'est comme des canaris dans une mine de charbon. Donc, les reins sont des organes très sensibles dans notre corps. Ils sont sensibles à un faible oxygène, une tension artérielle basse ou haute, déshydratation, obésité, certaines drogues, un haut taux de sucre et un flux sanguin réduit et du tabagisme. Donc, pour ces stresseurs, on peut compenser en augmentant l'oxygénation, en augmentant ou réduisant la tension artérielle, en régulant le sucre, en augmentant le flux sanguin. Dan, oui. Mais jusqu'à un certain point seulement. Puis là, il y a des problèmes qui surviennent. Et que tel que ça a été présenté auparavant, toutes ces choses-là peuvent causer un stress au rein et mener à une insuffisance rénale. Donc, on peut voir aux premiers 4 et 3 derniers, à peu près pas tant. Donc, pour gérer sa santé, c'est donc une bonne tension artérielle, un bon contrôle de sucre, de prendre des médicaments tels que prescrits, de garder une bonne liste à jour de sa médication et savoir que les médicaments non ordonnance doivent être bons pour vous, de faire manger bien, en santé, de ne pas fumer, de faire de l'exercice et de garder faire ses tests sanguins. Donc, je voulais parler des médicaments. Est-ce que ça peut donc réduire les reins qui fonctionnent mal? Est-ce que je dois garder... Est-ce qu'il y a des médicaments qui sont communs et qui aident les reins? Est-ce que je peux lister puis dépister mes médicaments, etc.? Donc, voici un tableau. Je m'excuse, mais sur l'axe vertical, on a la fonction rénale. On peut voir donc le pourcentage ou le GF. Et dans la zone rouge, ça, c'est lorsque le patient doit commencer le dialyse. Et donc, dans ce tableau, on voit la ligne verte qui, dans une étude, les patients ont pris un placebo ou bien ils ont pris le médicament actif. Donc, après une perte initiale de la fonction rénale, la fonction réduite à ralenti, donc, ça veut dire que le patient peut gagner peut-être 8 ans avant de ne nécessiter de la thérapie de remplacement, qui, bien sûr, contribue à la qualité de la vie et est bon pour la personne, mais également pour le système. Donc, lorsqu'on songe aux médicaments pour le diabète ou la tension artérielle, c'est souvent donc pour réduire, ça contribue au déclin de la fonction rénale.
Donc, on veut la ralentir. On veut ralentir ce déclin. Donc, je peux parler de stratégie de contrôle. On va effleurer quelques thèmes, par exemple, des façons de prendre sa tension artérielle, le faire tel que prescrite, de suivre les diètes sans sodium, en réduisant le sodium, de faire de l'exercice au moins 30 minutes par jour. Ça peut réduire votre tension artérielle de 5 points, aussi de réduire votre poids. Donc, ça peut être dépendant des médicaments que vous prenez. Donc, vous pouvez soit être actif. Si vous êtes plus actif, ça va réduire votre besoin de médicaments. Et puis, ça réduit le stress. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de médicaments pour la tension artérielle? Eh bien, c'est très commun que les gens puissent être sur plus qu'un. Chaque classe de médicaments fonctionne différemment. Et d'utiliser plusieurs classes à des doses inférieures, c'est mieux. Et si on augmente les doses de 1 ou bien garder juste un médicament, on atteint un effet plateau. Donc, en utilisant plusieurs, on peut avoir une meilleure réduction de la tension artérielle avec moins d'effets secondaires. Par exemple, on a des bêta-bloqueurs, l'athénolol, le métoprolol ou les bloqueurs de canaux, l'amlodipine, afodipine ou bien les inhibiteurs ACE, donc, qui sont assez communs, comme le ramipril et le lisinopril. On a également le candesartane ou les diurétiques, les clodinines, le méthyldopa, pardon. Donc, ce sont plusieurs médicaments, puis on essaie de voir lesquels est meilleur pour vous. La plupart des gens en requièrent 2 ou plus de médicaments pour la tension artérielle. Donc, si vous avez l'impression que vous en avez beaucoup, c'est peut-être la raison parce qu'on ne peut pas atteindre les cibles que l'on veut avec juste un médicament. Donc, avec certaines classes de médicaments de la tension artérielle, il y a des différentes classes qui réduisent la fonction rénale. Et c'est bien parce qu'à long terme, les reins sont protégés. Donc, pour la gestion du sucre, ça peut aider à contrôler. Donc, et ça empêche des dommages additionnels aux reins dans les portées idéales. Donc, on essaie, voilà ce qui est mentionné, et de prendre vos médicaments tels que prescrits. Il faut donc donc c'est très gentil. Tout ça, ça aide beaucoup, ça aide au sucre. Et pour discuter des médicaments, il y en a plusieurs et chaque année, il y en a toujours plus. L'insuline, il y en a plusieurs types. Et c'est certainement une option viable. Une classe de médicaments oraux, en parlant de juste quelques autres. Le metformine, c'est un très commun quant aux avantages. Il y a très peu d'effets secondaires et ça réduit aide par 30% de la fonction rénale. Les inhibiteurs SGLT2, donc les canaglifosine, dapaglifosine, empaglifosine, ils semblent présenter des avantages, pas seulement pour le diabète, mais également pour la fonction rénale. Un autre groupe d'inhibiteurs, les DPP4, ce sont l'inagliptine, saxagliptine et sitagliptine, qui ont également des avantages pour les gens qui ont des insuffisances rénales. Et donc, il y en a un que l'on utilise également, donc que l'on utilise pour vous, qui donc convient à votre état plus particulier et ce qui est à la mesure de vos moyens financiers également. Donc, il y a également les sulfonylurènes, donc le glyburide et le glycoside, qui sont également d'autres options. Et donc, ce sont des choix dépendant donc jusqu'à quel point ces médicaments sont
des choses pour lesquelles vous avez les moyens. Pour contrôler le cholestérol, l'atorvastatin, le lovastatin, le rosuvastatin, le simvastatin, on les appelle la famille des statins, en fait. Et ils réduisent les mauvais cholestérol, les LDL, et ça fait partie de la stratégie de prévention des maladies rénales. Donc, les médicaments pour le cholestérol et autres ne sont pas un substitut pour une bonne diète et une vie active qui vous aide davantage à rejoindre ces cibles. D'arrêter le tabagisme, on a l'impression que peut-être ça aiderait juste nos poumons, mais non, ça aide également à votre tension artérielle et ça endommage vos vaisseaux sanguins et les reins sont pleins donc d'autres de ces petits vaisseaux sanguins. Donc, si vous avez l'impression que c'est le bon moment d'arrêter, oui, on va vous aider, on va vous pousser, vous inciter. Un petit peu au sujet de l'alcool, ça peut augmenter votre tension artérielle, les sucres et avoir un impact sur les médicaments. Donc, l'alcool en modération, donc peut être acceptable, mais on vous encourage à en parler à votre médecin pour convenir d'une quantité aussi minime que puisse et de comprendre vos résultats également. Vous pouvez avoir une copie de vos laboratoires donc, dans plusieurs provinces et préparez-vous donc à discuter de vos résultats avec les spécialistes de la santé. En termes de médicaments, gardez une liste de vos médicaments, même ceux qui ne sont pas sous ordonnance, parce que peut-être que vous ne pourrez pas parler pour vous-même, mais votre liste le fera. Donc, et si vous allez voir, par exemple, votre dentiste, amenez votre liste avec vous. C'est très important. Et aussi important que la liste, il faut voir, il faut bien suivre la liste, les médicaments. Et si on n'est pas certain, donc c'est bon pour les reins, donc demandez à votre pharmacien. Voici un exemple d'une liste de médicaments et j'ai encerclé rouge les notes, la raison pour les prendre. Je pense que c'est important qu'on comprenne ce que l'on ingère et pourquoi on l'ingère et qu'est-ce que ça va aider éventuellement. Les journées de congé de médicaments, les règles de ça. Donc, si vous, par exemple, vous vomissez, vous avez la diarrhée, des fièvres, vous tremblez ou vous transpirez, il y a des médicaments qui peut-être que vous devriez arrêter de prendre. Et donc, arrêtez ce médicament et donc reprenez la prise donc une fois que vous vous sentez mieux, donc après 24 ou 28 heures. Et si vous continuez à vomir, à faire de la diarrhée, il faut contacter votre prodigueur de soins ou l'hôpital. Dans les inhibiteurs de le ramapril, le lisinopril, autres en pril, les diurétiques, furosémide, hydrochlorothiazide, ochlorothiazidone, les metformines pour le diabète et ce qu'on appelle les NSAID, l'ibuprofène, diflofénac, naproxène, kétorolac et les SGLT2I comme la canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine et sunurylus pour le diabète. Donc, communiquez avec le médecin si vous ne vous sentez vraiment pas bien. Et donc, au sujet de la collectivité de pharmaciens, on est là pour optimiser votre santé. Vous pouvez certainement poser des questions. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais besoin d'un rendez-vous. Ils sont probablement les prodigueurs de soins de santé les plus disponibles. Et donc, vous n'avez qu'à prendre le téléphone ou aller à votre pharmacie et ils vont vous connaître. Au sujet des changements de médication,
Au fur et à mesure que les années avancent, la fonction rénale change et donc vos médicaments ont besoin d'être changés. Est-ce que vous prenez à l'heure actuelle et c'est peut-être pas ce dont vous avez besoin pour l'avenir. Et donc, notre but, c'est de vous donner ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin et à la bonne dose. Donc, pour équilibrer les médicaments, on pense qu'on veut maximiser l'effet des médicaments. Donc, on vous le prend, on vous demande de le prendre avec des aliments ou pas. Et puis, on vous essaie d'éliminer les effets secondaires le plus. Et donc, parlez à votre médecin ou votre pharmacien au sujet de la flexibilité sur les doses et quand le prendre. Donc, si, par exemple, vous avez la nausée après avoir pris un médicament, peut-être que c'est mieux de le prendre avec quelque chose d'autre plutôt que de ne pas le prendre. Au sujet des effets secondaires, on sait qu'il y a des avantages à prendre les médicaments, mais on sait également que ça peut causer des effets secondaires. Donc, on essaie de minimiser les effets secondaires et maximiser les avantages. Et donc, lorsqu'un nouveau médicament est prescrit, parlez à votre pharmacien au sujet des effets secondaires qui sont possibles, essayez de les minimiser. Et si ça vous dérange particulièrement, on a plusieurs médicaments qui sont à votre disposition pour vous aider. Et on va peut-être vous demander de prendre ces médicaments différemment ou de changer. Et donc, il ne faut pas souffrir en silence. Si vous commencez un médicament puis la dose est changée, sachez que votre corps, comprenez comment il fonctionne. Et parfois, il y aura quelque chose les 2 premières semaines. Et s'il y a quelque chose, donc parlez-nous-en. L'organisation de vos médicaments, ceux qui aident, certainement, donc que ce soit votre conjoint ou conjointe ou vos enfants qui vous aident, ou donc un organisateur de tablettes, un pilulier qui vous aide à contrôler à chaque semaine avec votre dispile, puis vous allez voir comme apprendre. Si, par exemple, vous ouvrez, par exemple, le mardi matin, et donc, vous posez la question à un moment donné dans l'après-midi, est-ce que j'ai déjà pris ce médicament? Puis, bon, vous voyez qu'il est parti. Donc, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir un pot dans lequel tous vos médicaments sont. Et également, un blister pack qui est donc pré-emballé. C'est une bonne façon d'organiser vos médicaments. Et donc, même d'avoir un calendrier au mur qui vous dit que vous avez pris vos médicaments, ça aide. Maintenant, et ce qui viendra plus tard aujourd'hui, on parlera des médicaments alternatifs ou herbales. Certains devraient être évités, d'autres sont sécuritaires, avec des niveaux différents de succès. Il y a un site web auquel vous pouvez vous référer. Et probablement que vous devriez éviter des grandes doses de vitamine A ou C. Et ça peut mener dans la maladie rénale à des pierres. So, pain and anti-inflammatory medications, if you're taking low-dose aspirin. Donc, les anti-inflammatoires, si vous prenez des doses élevées d'aspirine, le Tylenol, ça va, mais l'ibuprofène, Advil, Motrin ne devraient pas être pris. Vous devriez faire attention aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, ici, c'est un exemple. Dan, je suis désolée. On va manquer de temps bientôt. OK. Donc, ici, c'est un tableau, mais ça couvre les médicaments que vous pouvez prendre
d'autres qui sont préférables de ne pas prendre et d'autres qu'il ne faut vraiment pas prendre. Alors, si vous allez chez bcrenal.ca, nous avons toutes ces ressources pour vous. Et ça m'a fait ma présentation. Merci. Et j'espère que vous avez de bonnes séances cet après-midi et dans les prochains jours. Merci. Alors, merci tellement à Krista, Chantal et Don pour ces informations géniales. Ça va très vite cet après-midi. L'auditoire est ravi. Alors, vous avez des questions, mais nous avons des questions qui nous avaient aussi été soumises d'avance. Alors, je vais commencer avec ces questions-là. Donc, certaines personnes ont dit qu'ils ont commencé un traitement, ils avaient de gros maux de tête, ils ont essayé toutes sortes de choses, ont changé. Alors, quand vous commencez la dialyse, est-ce que c'est normal que votre corps s'ajuste? Oui. Souvent, les gens trouvent qu'il y a un gros ajustement quand ils commencent la dialyse et ils ne sont pas habitués à la façon dont leur corps réagit. La meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est demander à parler à votre néphrologue. Il va peut-être ajouter la quantité de liquide qu'ils enlèvent. Peut-être votre médication devrait être ajustée également entre les traitements, mais c'est définitivement un choc au départ. Les gens vont s'apercevoir qu'ils ne se sentent pas à leur mieux, mais après, le corps s'y habitue. La plupart de ces symptômes seront plus gérables. Merci beaucoup, Chantal. J'ai une question également, et ça, Dan, c'est probablement pour vous. Quel est le meilleur moment pour prendre votre prescription pour la tension artérielle et quel est le moment où il ne faut pas le faire? Il y a d'excellentes questions. Beaucoup de médicaments se prennent une fois par jour. Et vous devriez les prendre le matin. C'est le meilleur moment pour prendre vos médicaments, bien sûr. Et si vous êtes sous dialyse, demandez à votre médecin, ça dépend quel moment vous allez en dialyse et voudront peut-être ajuster cela en fonction du moment de la dialyse. Mais si vous n'êtes pas en dialyse, eh bien, le matin, c'est généralement le meilleur temps pour prendre un médicament qu'on prend une fois par jour. Et si c'est 2 fois par jour, eh bien, répartissez ça de façon égale. Crystal, on a une question pour vous. C'est un commentaire sur les protéines à base de plantes. Est-ce que les gens peuvent prendre des protéines à base de plantes quand ils sont en hémodialyse? Les protéines à base de plantes sont peut-être un peu plus hauts en phosphore et en calcium, donc ça dépend de vos tests de laboratoire. Il n'y a donc pas de règle générale au niveau alimentaire. Ça dépend de l'étape où vous en êtes dans votre maladie rénale et alors demandez à votre équipe soignante. Mais oui, ça peut généralement être ajouté. Merci. Très bonnes informations. Je pense que de parler aux diététistes de l'équipe rénale, c'est vraiment une excellente idée. Et vous faites partie de cette équipe, donc on travaille ensemble pour vous rendre les choses les plus faciles. Maintenant, un sujet chaud. Alors, on parle beaucoup de la COVID-19. Je veux voir si Dan ou Chantal, vous avez des commentaires à faire sur la COVID-19 chez les patients sous dialyse? En Saskatchewan, nos néphrologues recommandent que si les patients répondent aux exigences de la population générale, qu'ils reçoivent le vaccin. Nous avons une poignée de patients ici en Saskatchewan qui ont commencé à recevoir les vaccins. Sur les réserves, on a commencé à immuniser les gens aussi. Donc, dans la mesure où vous êtes en santé, que vous n'avez aucune allergie, au contraire,
contre-indication au vaccin, nous recommandons à nos patients d'aller prendre le vaccin lorsqu'on leur offrira et de prendre le vaccin qui leur sera offert aussi sans différenciation. Alors, si vous vous demandez quel vaccin est le meilleur pour vous, c'est celui qui vous est offert. Donc, assurez-vous de vous assurer, si c'est un vaccin à 2 doses, d'avoir la deuxième dose. Les patients sous dialyse n'ont peut-être pas un système immunitaire très fort, donc c'est important que vous preniez votre deuxième dose. Et chaque province a un horaire différent pour l'administration des vaccins, un calendrier différent, donc vous devriez vous fier à ça. Merci. J'ai également une petite question qui vient de m'arriver. C'est assez intéressant. Kristen, vous êtes probablement celle qui est la meilleure, dans la meilleure position pour y répondre. Alors, comment ça fonctionne au niveau de l'augmentation de la tension artérielle? Peut-être Dan peut m'aider. Bien sûr. Désolée de vous prendre à pied levé comme ça. Alors, la réglisse artificielle, ce n'est pas un problème. La véritable réglisse, eh bien, ce serait peut-être mieux de l'éviter. Elle peut avoir un impact sur la tension artérielle et l'élever. Mais la fausse réglisse, c'est probablement beaucoup moins cher de toute façon. Mais la vraie réglisse, je l'éviterai. Chantal, question pour vous? Quels commentaires sont arrivés pendant votre conférence? Quand on reçoit un diagnostic d'insuffisance rénale chronique, si quelqu'un va voir son médecin, quelles seront les étapes qui seront prises avant le diagnostic? Eh bien, en fait, ça dépend toujours de votre généraliste, votre médecin de famille. Si vous vivez, si vous avez d'autres problèmes, diabète, une tension artérielle élevée, le médecin, votre généraliste, devrait faire un dépistage annuel pour l'insuffisance rénale. Si vous l'avez, devoir traiter tout autre problème que vous pourriez avoir qui engendre cette insuffisance rénale. En Saskatchewan, les gens voient généralement un néphrologue quand ils arrivent au niveau 3. Donc, ils verront un travailleur social, une infirmière, pharmacienne, diététicienne, toute l'équipe finalement. Donc, 6 mois où une personne qui nous est chère développe un diabète, eh bien, on va aller voir un généraliste pour qu'il surveille si je n'ai pas une insuffisance rénale. Donc, parfois, c'est une surprise. Ils sont à l'urgence, par exemple. Ils ont un problème tout à fait autre. Le médecin fait ça des analyses sanguines et là, on leur annonce qu'ils ont une insuffisance rénale. Donc, vous pouvez l'avoir pendant plusieurs années sans le savoir et un jour, on vous fera des examens sanguins et on vous l'annoncera. Donc, il y a un généraliste qui peut demander un dépistage et si jamais on vous dépiste une maladie rénale, eh bien, vous pourrez demander une référence à un néphrologue. Alors, on manque un peu de temps. Les gens ont beaucoup de questions, bien sûr, mais on a eu certains commentaires. C'est de voir comment on peut parler à d'autres personnes, des gens qui ont déjà une maladie rénale pourraient parler à d'autres patients qui souffrent d'insuffisance rénale. Alors, bien sûr, il y a des sites web, mais comment est-ce que des patients peuvent donner un soutien moins officiel, si vous voulez, ou est-ce qu'ils peuvent donner certaines informations basées sur leur expérience? Moi, je vais commencer. Les maladies rénales touchent une personne sur 10, croyez-le ou non. Vous pouvez perdre 80% de votre fonction rénale et ne pas le savoir. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent à travers les mêmes problèmes et il y a des cliniques de soins, il y a également des groupes d'appui, soit dans votre région ou pas très loin. Alors, moi, je suivrais ça.
Je suis d'accord avec ce que Dan vient de dire. Avant la COVID, nous avions des groupes consultatifs à Saint-Paul. Bon, maintenant, il y a la distanciation sociale qui ne facilite pas les choses, mais vous pouvez essayer de rejoindre les gens. Et il y a peut-être quelqu'un de votre famille ou vous-même qui pouvait les rejoindre. Merci beaucoup. Ça répond à bien des choses. Merci beaucoup, Krista, Chantal et Dan. Merci infiniment.